Amnistie des combattants des groupes rebelles en Centrafrique. 5 organisations s'y opposent et mettent en garde le gouvernement. Mode d'action du dispositif Barkhane au Mali. 4 années après sa mise en place, la force enregistre des progrès. Puis prix du mérite panafricain 2017 en Guinée équatoriale, il a été décerné à la première dame de la République. Amnesty International, Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits de l'homme, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme et l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme donnent de la voix en République centrafricaine. Ces 5 organisations de défense des droits de l'homme mettent en garde le gouvernement centrafricain contre une amnistie des combattants des groupes rebelles. Car selon elles, une telle procédure serait incompatible avec l'obligation pour le gouvernement de juger les responsables des graves crimes internationaux devant les mécanismes habilités. Ces organisations considèrent en effet que l'impunité n'a jamais constitué une solution durable pour les crises récurrentes. Leur mise en garde intervient dans un contexte où les rebelles centrafricains réclament une amnistie générale dans le cadre d'une médiation menée par l'Union africaine. L'intervention des organisations de défense des droits de l'homme intervient par ailleurs à la veille du dialogue politique entre l'Union africaine et les groupes armés prévu le lundi 27 août dans le but de trouver un accord politique et de mettre fin aux violences. La République centrafricaine est ravagée par des combats incessants entre des groupes armés qui cherchent à contrôler des territoires et leurs ressources. Plusieurs chefs rebelles centrafricains sont cités dans des rapports d'enquête de l'ONU, d'autres sont sous la menace d'un mandat d'arrêt et une cour pénale spéciale a été mise en place à Bangui avec le soutien de la communauté internationale pour les juger. Sans surprise, la Cour constitutionnelle du Zimbabwe a validé vendredi l'élection du président sortant Emmerson Mnangagwa. Pour cette Cour, les accusations de fraude et de manipulation au scrutin du 30 juillet avancées par l'opposition n'ont pas été prouvées. Ainsi donc, la requête de l'opposition est rejetée. Emmerson Mnangagwa est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, a soutenu le président de la plus haute instance judiciaire du pays, Luc Malaba, en conclusion de son arrêt. La commission électorale avait annoncé au début du mois la victoire de Mnangagwa en le créditant de 50,8% des suffrages contre 44,3% à son rival du mouvement pour un changement démocratique MDC, Nelson Chamisa. Arguant de nombreuses irrégularités, le MDC a contesté ces résultats devant la plus haute instance judiciaire du pays. Les défenseurs d'Emmerson Mnangagwa avaient balayé ces accusations d'un revers de manche et dénoncé des mensonges et un dossier vide de preuves. Les observateurs internationaux ont également donné leur onction au déroulement du scrutin, à l'exception de ceux de l'Union européenne qui ont relevé une inégalité de chance entre le sortant et ses rivaux, notamment en matière d'accès aux médias audiovisuels publics. Pour leur part, les analystes avaient largement anticipé la validation des résultats du scrutin et jugeaient très faibles les chances de succès de la requête déposée par l'opposition, laquelle requête a provoqué le report de la cérémonie d'investiture du président Mnangagwa prévue le 12 août. Sa victoire désormais confirmée, cette cérémonie va se tenir d'ici dimanche. Si les opérations vont ralentir avec la saison des pluies, Barkhane se prépare déjà à la crue du fleuve Niger en ayant recours à des patrouilles noctiques.
Plusieurs embarcations pouvant transporter 18 fantassins ou 2 tonnes de matériel ont été employées ces derniers jours avec une mise à l'eau au sud de Gao pour un débarquement dans les villages de Batadia et de Warabia. Par le passé, le fleuve avait déjà été employé par les forces spéciales dans les premiers jours de l'opération Serval avec des canoës-kayaks, mais cette technique ne s'était pas généralisée. L'utilisation d'embarcations pourrait toutefois s'avérer utile dans la zone du delta intérieur du fleuve Niger, les axes routiers dans la région devenant impraticables durant la saison des pluies. Dans le ciel, l'état-major français précise que Barkhane a pu bénéficier de l'appui des hélicoptères lourds britanniques CH-47 Chinook, désormais déployés à Gao et pleinement opérationnels depuis le 15 août. Enfin, le 20 août, pour la première fois, 2 Mirage 2000 se sont posés sur la piste de Gao qui vient d'être refaite par la MINUSMA. À ce jour, l'état-major assure qu'il n'est pas prévu de baser ses chasseurs bombardiers dans le nord du Mali, mais de disposer d'un terrain de secours en cas de problème. Gao a pourtant l'avantage d'être plus proche de la zone d'action de Barkhane. Au début de Serval, l'état-major avait même évalué la possibilité de baser des avions à Mopti-Sévaré, mais c'est finalement sur l'aéroport de Bamako que les avions de chasse français furent un temps déployés. Lancinante depuis l'avènement de la démocratie il y a un quart de siècle, la question foncière refait la une de l'actualité sud-africaine depuis que le nouveau président Cyril Ramaphosa a annoncé une nouvelle réforme agraire. Il s'agit, a-t-il plaidé, de réparer l'injustice historique grave commise à l'égard de la majorité noire pendant la période coloniale et le régime raciste de l'apartheid. Aujourd'hui, la minorité blanche, 8% de la population, possède 72% des fermes contre 4% seulement pour les Noirs, 80% de la population, a-t-il souligné. Pour corriger la situation, il souhaite donc modifier la constitution du pays pour autoriser certaines expropriations sans indemnisation. La question déchire la nation arc-en-ciel rêvée par Nelson Mandela. De nombreux Noirs applaudissent dès demain le projet, mais les Blancs s'inquiètent. La controverse a pris une dimension internationale cette semaine lorsque Donald Trump s'est inquiété des expropriations et des meurtres de grande ampleur dont seraient déjà, selon lui, victimes les fermiers blancs sud-africains. J'étais furieuse, mais par chance, les fermiers qui sont ici savent ce qu'ils attendent de la vie. Alors je pense que Donald Trump doit réellement prendre ses longs cheveux avec lui et faire ce qu'il a à faire dans son pays et nous laisser tranquilles. Parce qu'il se passe beaucoup de choses ici en Afrique du Sud et nous n'avons besoin de rien de sa part. Peut-être que les faits sont justes, mais ils sont totalement sortis de leur contexte. Il ne comprend pas la situation sud-africaine. Nous avons grandi ici. Il ne comprend pas le peuple d'Afrique du Sud. Eh bien, je pense que nous devons l'informer, nous devons l'inviter à venir nous rendre visite pour que nous puissions avoir une discussion à ce sujet. J'étais très déçue. C'est vraiment regrettable de sa part de parler de cette manière. À mon avis, il aurait fallu discuter avec les fermiers. Écoutez, le point de vue des fermiers, laissez les fermiers parler et l'empêcher d'être le porte-parole des fermiers. Provocateur, son tweet a mis le doigt sur les plaies raciales toujours à vif qui agitent la société sud-africaine. Les débats publics organisés par le gouvernement sur son projet de réforme agraire, comme à Vereeniging, l'ont tous confirmé. J'ai demandé à Zuma de me ramener à ma voiture. Monsieur Gupta disait qu'il souhaitait poursuivre la rencontre avec Zuma et qu'une autre voiture m'amènerait à l'aéroport. À la fin de la rencontre, Monsieur Gupta a répété qu'il avait des informations sur moi et que si je parlais de cette rencontre, il allait me tuer. Il a aussi dit que si je travaillais avec eux, je deviendrais très riche et qu'ils pouvaient immédiatement m'offrir 600 millions. Il a montré Doudou Sané et a dit qu'il avait fait de lui un milliardaire et qu'il avait acheté une maison à Dubaï. Il a dit qu'il travaillait en étroite collaboration avec de nombreuses personnes, dont Lynn Brown et Brian Molefe. Monsieur Gupta m'a dirigé vers une zone de bar et m'a dit qu'ils étaient sérieux avec leur offre de 600 millions.
que la somme serait déposée sur un compte à ma convenance et qu'il pourrait en ouvrir un pour moi, que je pourrais le cacher à Dubaï. Il a dit que pour me prouver leur sérieux, je le cite, « Je peux vous donner 600 000 rands tout de suite. » L'incident s'est déroulé à Bukalamouli, la ville de Bobi Wine, à quelques 120 km à l'ouest de la capitale Kampala. Selon des témoins, la police est intervenue pour dissuader des manifestants qui brûlaient des pneus au milieu de la route. Un homme s'est précipité chez lui, a pris une hache et une machette et a chargé les policiers qui ont tiré pour se défendre et l'ont blessé. L'homme a été emmené en urgence à l'hôpital pour des blessures par balle, mais il est malheureusement décédé, précisent les mêmes témoins, assurant que le policier impliqué avait été interpellé. Il s'agit là de la troisième personne tuée depuis le 14 août, lorsque des partisans de l'opposition avaient jeté des pierres sur le convoi du président Museveni durant la campagne pour une élection partielle à Arua, au nord-ouest. Dans les échauffourées qui avaient suivi ce jour-là à Arua, la police avait ouvert le feu et tué le chauffeur de Bobi Wine. Le chanteur avait ensuite été arrêté et inculpé jeudi de trahison. Sa détention a déclenché des manifestations en début de semaine, notamment dans la capitale Kampala. Un supporter de football pris pour un manifestant par la police avait par ailleurs été tué dimanche à Nitiana, à l'ouest de Kampala, par les forces de l'ordre qui avaient ouvert le feu sur des partisans de l'opposition. Âgé de 114 ans, Yoweri Museveni est au pouvoir depuis 1986. Il a récemment fait supprimer la limite d'âge pour être candidat à la présidentielle, se donnant la possibilité de se représenter en 2021. Reconnu pour ses actions de développement prenant en compte tous les secteurs sociaux, dont la santé, l'éducation, l'agriculture et bien d'autres, la première dame de la République de la Guinée équatoriale, Constancia Manguesou Okomodo Obiang, s'est vue attribuer le prix du mérite panafricain des premières dames d'Afrique 2017 au cours d'une cérémonie organisée au Centre international de conférences de Malabo. Un prix décerné par les panafricains qui vient couronner un bilan plus qu'élogieux de la première dame de la Guinée équatoriale. Elle a suffisamment accompagné le président, son mari, pour le défi de la stabilité de la Guinée équatoriale. C'est une question essentielle, la paix. Si, parce que Madame la Première Dame, ses actions ne concernent pas seulement les Équato-Guinéennes et les Équato-Guinéens, mais ça concerne presque toute l'Afrique. Prenant la parole, la lauréate du jour a remercié les organisateurs pour cette distinction et a rendu un vibrant hommage à ses conseillers et collaborateurs, grâce à qui toutes ces réalisations ont été possibles. En Guinée équatoriale, les témoignages liés aux actions sociales de la Première Dame sont légion. Le Parti démocratique de la Guinée équatoriale, nous sommes très ravis de cette reconnaissance et nous encourageons notre Première Dame à continuer en avant. Pour rappel, en 1985, Constancia Manguesou Okomodo Obiang a créé le Comité de soutien des enfants équato-guinéens, une ONG qui se consacre à la protection, la santé et la formation des jeunes dans le pays. Elle a participé à de nombreuses réunions internationales sur les droits des femmes et la lutte pour l'amélioration des droits des classes inférieures. Sur le plan politique, elle est membre du bureau politique et coordinatrice de l'association des femmes du Parti démocratique de Guinée équatoriale, le parti au pouvoir.